Bienvenue dans Hall of Shame. Dans cette nouvelle émission, nous allons vous parler des jeux qui ont un petit quelque chose de différent. En fait, pour être tout à fait exact, la thématique de notre sujet est les jeux vidéo honteux. Pourquoi? Parce que les jeux qui vous seront présentés ont tous une bonne raison d'avoir honte. Réalisation bâclée, thématiques discutables, jouabilité proche de zéro, bugs et autres pratiques douteuses sont autant de critères qui feront de cette sélection le panthéon du Hall of Shame. Toutefois, n'oubliez jamais une chose, ces avis sont totalement subjectifs et nous vous invitons donc à venir après l'émission troller sur le forum pour répandre votre prose pleine de fiel du genre Ils connaissent rien, moi je le connais, c'est génial ce jeu. etc. Bref, commençons tout de suite par le sommaire. Tout d'abord, nous ferons une petite virée directe en enfer pour vous présenter deux titres très différents, mais qui auraient mieux fait de ne jamais sortir tant ils sont... comment dire? Bref, vous verrez ça tout à l'heure. Viendra juste après mon petit plaisir honteux, où notre invité nous parlera de sa daube préférée. Ensuite, nous reviendrons sur une ultime critique avant de terminer par le bonus. Le bonus, c'est un peu tout et n'importe quoi, ça n'a pas forcément de rapport avec l'émission. C'est juste un bonus. Hall of Shame numéro 1, c'est parti! Vous connaissez certainement Joe Musashi, le ninja de la saga Shinobi. Vous verrez que le pauvre homme, sûrement à cause de son grand âge, n'a plus toute sa tête, ni toute sa dextérité d'antan. Pourtant, ce fier et vaillant combattant n'a rien perdu de sa superbe. Ou presque. Développé par Sega et sous-titré Shinobi Part 2, The Cyber Shinobi est une exploitation de licence comme on les adore. Commençons par le scénario. En 2000XXX, oui, les scénaristes ne se sont pas trop foulés, l'organisation Néosite composée d'hommes et de robots commence à attaquer des centres atomiques pour s'emparer du précieux plutonium, etc. Pour les gens qui ne connaissent pas la saga Shinobi, il s'agit d'un jeu d'action où un ninja doit traverser différents niveaux sur un scrolling principalement horizontal, en évitant les pièges et en combattant des ennemis de toutes sortes prêts à en découdre. Première constatation. À la vue du premier niveau, il faut bien admettre que les gars du clan Néoside ont la classe et sont sacrément bien équipés. Des vilains qui se battent à main nue en survêt vert fluo histoire de passer inaperçus. Des snipers immobiles avec des lunettes de soleil en pleine nuit qui tirent gentiment devant eux sans même bouger. Et des ninjas femelles à moitié à poil mais avec un casque de moto. On comprend tout de suite pourquoi le monde entier tremble devant cette surenchère de puissance. La nouveauté de cet épisode qui renforce le réalisme, c'est la détente de Joe Musashi. En effet, notre ninja préféré est beaucoup moins souple qu'avant. Idée géniale bien sûr puisqu'elle permet d'ajouter une grande part de hasard dans les sauts et les combats. Comme dans la vraie vie, chaque instant est un pur moment de tension avec la peur de rater un saut, de taper dans le vide, ou de mourir coincé entre une caisse et un sniper. Bref, vous l'aurez compris, aucun shinobi jusqu'à présent ne peut se prévaloir d'un tel argument. Mais ce n'est pas tout. En 2000XXX, Joe Musashi est victime de TOC. Il est d'une maniaquerie telle qu'il ne peut s'empêcher de tout nettoyer où qu'il passe. D'ailleurs, le jeu nous montre bien cette nouvelle dimension psychologique du personnage, en faisant faire du surplace à Joe tant qu'il n'aura pas tué tous les ennemis à l'écran. Et même pour un pauvre sniper immobile sur la plateforme du dessus. Tout cela est déjà tellement impressionnant que l'on pourrait s'arrêter là. Mais c'était sans compter l'ingéniosité des programmeurs. Car contrairement à son ancêtre Shinobi qui proposait un scrolling horizontal fluide en toutes circonstances, The Cyber Shinobi va encore plus loin et montre que dimension cinématographique et jeux vidéo faisaient déjà bon ménage sur 8 bits. À l'aide de son scrolling parfaitement saccadé avec de grands à-coups, le jeu montre l'action comme si elle était filmée par un journaliste de guerre et plonge le joueur dans une atmosphère tout simplement unique. Mais que serait Shinobi sans ses boss? Si dans d'autres épisodes on pouvait se battre contre des maîtres en arts martiaux ou des parodies de personnages emblématiques, ici la thématique ne laisse pas à désirer. Pelleteuse folle, sous-marin qui remonte à la surface toutes les 3 secondes, hélicoptère neuneux, massacre d'espèces protégées et j'en passe. D'ailleurs, il faudrait peut-être préciser à ces gars que les types en jetpack du niveau 3 ressemblent plus à des cosmonautes. Et puis leur super combi, elle est pas trop pratique pour se battre. Un ninja a vite fait de vous planter un chouliquette dans vos bonbonnes et de vous faire exploser en 1000 morceaux. Heureusement, dans le soft, l'ami Musashi est fair-play, ou pas assez intelligent pour utiliser cette astuce. Et puis, les deux zouaves ne font que passer, ils ne vous attaquent même pas. Ah oui, j'oubliais. L'humour est omniprésent dans le jeu, puisqu'on peut penser que les programmeurs ont tiré à courte paille pour trouver quels seraient les niveaux les plus retors. En effet, les 2 premiers stages sont particulièrement corsés et frustrants, alors que le 3e commence nettement à se simplifier, et au 5e, il devient presque impossible de perdre puisqu'il consiste en une chute libre et interminable du haut d'une cascade avec quelques bonus à récupérer sans aucun ennemi. On arrive alors directement à l'impressionnant boss robot à la fin du niveau, qui en plus de ne pas avoir peur du ridicule en sautillant comme un crétin, est particulièrement facile à détruire. Merci Sega.
Avec tous ces moments de pur bonheur, j'oubliais quelques détails savoureux. Avec Sega, plus besoin d'aller sur le net pour trouver des codes de triche, puisque le jeu vous aide avec l'apparition d'ennemis ou de dangers non détourés. Ainsi affublé d'un bon gros rectangle noir autour d'eux, le joueur voit plus facilement arriver les ennemis et peut se sortir avec brio de situations périlleuses. Regardez-moi ces magnifiques chutes de pierre. Ces snipers dont le rectangle noir cache le maillage du grillage derrière eux. Ça, c'est le petit plus gratuit de Cyber Shinobi. Maintenant que nous avons fait le tour de toutes ces qualités, il ne nous reste plus qu'à parler de la bande sonore. Encore une fois, l'équipe de développement est largement en avance sur son temps. Écoutez ces boucles. Et oui, vous ne rêvez pas. Bien avant l'avènement de la techno ou des logiciels de compo à base de loop, nous avions droit ici à des musiques très courtes et répétitives. L'idéal pour les fans de musique électro. Comme vous l'aurez compris, Cyber Shinobi mérite bien sa place dans le Hall of Shame. Il est certainement l'épisode de la série le plus raté, moche, injouable, avec des animations ridicules et une difficulté mal dosée. Sega a massacré sa licence en bonne et due forme. China Warrior est également connu sous le nom de The Kung Fu au Japon. Il est sorti en 1987 dans l'archipel. Le jeu est un beat'em all classique qui comporte 4 niveaux découpés en plusieurs parties chacun. Mais avant d'aller plus loin dans cette critique, intéressons-nous au scénario. Première constatation. Y en a pas. Hein. On a beau attendre des heures devant l'écran titre et le mode démo, pas le moindre texte explicatif à l'horizon. Alors pour pallier ce manque, on va vous proposer une petite impro. Au vu de la ressemblance physique du héros avec l'illustre Bruce Lee, on va imaginer que c'est son frère, hein, et puis pour son nom, appelons-le Nestor, voilà. Nestor Lee, ça fait chic. Bon, maintenant commençons. Nestor Lee, lorsqu'il est né, fut l'enfant de trop de la famille. Cadet de Bruce, il dut subir les effets de la politique de l'enfant unique en Chine. Ses parents l'abandonnèrent au profit de son grand frère. Enfant des rues, vivant avec ses amis les musaraignes et les cafards, il fut recueilli par des moines anorexiques locaux qui le tirèrent de son funeste destin. Malheureusement, sa nouvelle vie n'en était pas moins éprouvante. Toute son enfance, il fut brimé à cause de sa musculature imposante. Héritage de famille, certainement. Et une fois sa crise d'ado achevée, il s'échappa en décidant de prendre son destin en main. Une seule obsession le guidait alors, l'extermination de moines anorexiques. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à faire un pique-nique tranquille près d'un lac, son pire cauchemar allait commencer. Surgissant de nulle part, une horde de moines anorexiques aveugles lui fonce dessus sans vergogne, dans le but de lui faire du bobo. Bien peu familiers des arts martiaux, leur technique ultime est de foncer sur leur adversaire en le percutant pour le blesser. Bien sûr, il existe des méthodes plus radicales pour éliminer quelqu'un. Mais il faut avouer que mourir par collision avec des moines anorexiques, c'est suffisamment original pour être signalé. Nestor, fou de rage à la vue de ses anciens tortionnaires, donnera des baffes à en pleuvoir à ses hommes d'église. Et comme si cela ne suffisait pas, Dieu décide de s'en mêler et lui balance en pleine poire tout ce qu'il a sous la main. Rochers, hordes d'oiseaux synchronisés, cailloux, flammes, serpents, vasming et autres bâtons de sourcier, bref, tout y passe. Nestor passe donc toute sa journée à marcher en essayant tant bien que mal de frapper tous ceux qui arrivent en face de lui, ce qui n'est pas chose aisée. Le bougre n'a pas tout à fait la même détente que son frère, ni les mêmes réflexes. Par exemple, quand il a envie de frapper quelque chose, il faut bien une demi-seconde, le temps que l'information passe de son cerveau, puis redescende pour commander ses muscles. En résumé, le Nestor, c'est pas une lumière. Rien qu'à voir sa démarche naturelle, et l'on imagine facilement qu'un gros bâton lui est rentré dans le postérieur lorsqu'il s'est assis pour pique-niquer. Mais alors que notre ami continuait son périple, un nouveau danger se profile à l'horizon. Ce sont les moines anorexiques radioactifs. Bien plus fourbes que les précédents, leur technique pour feinter Nestor se révèle sacrément ingénieuse. Une fois à proximité de lui, ils font mine de refaire leur lacet pour mieux déjouer son attention. Une fois relevés, comme leurs homologues non radioactifs, ils se ruent sur le frère de Bruce. Cette technique a d'ailleurs été éprouvée sur de nombreux champs de bataille. Mais le plus beau dans l'histoire, c'est que l'on retrouve de vieilles connaissances. Tout le monde se demandait ce qu'étaient devenus Guile et Chun-Li. Eh bien, nous avons la réponse avec China Warrior. Guile a pris un bon coup de vieux. En fait, il n'a plus un poil sur le caillou, il est même devenu SDF. Et véritable scoop, on apprend qu'à l'époque, il se teignait en blond, puisque sa moustache est brune. Au niveau puissance, c'est pas trop ça non plus. Les rhumatismes sont passés par là, on dirait. Entre deux combats contre Nestor, ce dernier fait bronzette, puisque le soir c'est un papy-Guile SDF tout bronzé que Nestor devra affronter. Chun-Li, quant à elle, a bien perdu en vélocité et semble s'être beaucoup entraînée pour copier le Tatsumaki Senpukyaku de Ryu. Bien heureusement, le combat ne sera pas déséquilibré, car notre héros est loin, mais alors très loin d'être un maître dans l'art du combat. On pourrait plutôt dire qu'il est ceinture jaune mention manque de coordination.
Allez, pour conclure, China Warrior est un jeu assez honteux. Pas de scénario, des sprites gigantesques mais ultra raides et mal animés, une jouabilité horripilante et un niveau de difficulté élevé rendent les combats souvent aléatoires. Le décor et l'action ultra répétitive auront raison du peu de fierté qu'il restait à cette U-Card de Hudson Soft, et même si son principe est copié sur Kung Fu Master, il est loin d'en avoir la souplesse et la nervosité. Si vous voulez tester par vous-même et vous rendre compte de la catastrophe, sachez que le jeu est disponible sur Virtual Console depuis le 22 juin 2007. Pour les autres, fuyez. J'espère que vous n'aviez pas acheté ces titres à l'époque, et si c'est le cas, j'ai une méthode infaillible pour conjurer le sort. Placez-vous devant un miroir, ouvrez grand les yeux, levez vos mains au niveau de votre visage en tenant dans l'une des deux votre jeu maudit. Attention, c'est là où tout est important. Énoncez clairement à haute voix les mots suivants. Plus jamais un jeu comme ça! Et en une fraction de seconde, donnez-vous une gifle au visage en laissant tomber dans le même temps le jeu. Quand il sera tombé par terre, vous serez alors délivré de la malédiction. Alors, je vous avais bien dit que c'était efficace, non? Maintenant, j'ai plus du tout envie d'acheter des jeux pourris. Par contre, ça fait juste un peu mal. Alors, mon petit plaisir honteux, on va dire que c'est le jeu des Morning Musume sur PS2. Eh oui. Quand je suis allé au Japon, je me suis acheté une télé et les premières émissions que j'ai vues là-bas, c'était les Morning Musume qui faisaient des bêtises. J'ai quand même été bien happé dans le trip superficialité. Elles disent des conneries à la télé, ça met de bonne humeur pour la journée. Et notamment, je suis tombé au détour d'un magasin d'occasion sur le jeu des Morning Musume sur PS2 qui s'appelle Space Venus. Ce qu'il y a de honteux dans le jeu, en fait, c'est que c'est pas vraiment un jeu quand même. Le principe, c'est qu'on peut... Je cherche mes trucs. C'est dans un décor futuriste. On peut voir les Morning Musume. On a accès à des images de concerts, à une espèce de shoot 'em up pour divertir, pas très très glorieux. Et une des possibilités intéressantes, c'est un clip vidéo en fait, qui a été tourné pour l'occasion et qui est à l'état de rush, qui fait qu'on peut faire soi-même son propre montage vidéo, ce qui fait qu'on peut faire tourner la caméra comme on veut et avoir pas mal de possibilités de montage différents du clip. C'est l'anti-jeu par excellence. On ne sait pas ce qu'il faut faire et au bout de 30 secondes, on arrête et on enlève le tout. On sent quand même qu'il y a eu du budget derrière. À passer la séquence d'ouverture et le bouton Start, on arrive sur une espèce de plateforme en 3D, décor 3D pas très très poussé, on va dire. C'est quand même super cheap. Ce qui procure du plaisir dans le jeu, quand j'étais bien dedans, en fait, c'est que au-delà des chansons, on a l'impression de les connaître et on a l'impression d'être super familier avec, et donc c'est vraiment une espèce de relation unilatérale qui se développe. Quand j'étais bien dedans, on cherche des petits trucs qui pourraient faire prolonger ce plaisir. Quelque chose qui t'arrive à te faire prolonger, quand tu es bien dedans, ça fait toujours un peu plaisir. Morning Brother! C'est un produit vraiment typiquement otaku. Si on n'est pas dedans à fond dans le trip, c'est difficile d'accrocher. Quand tu es bien dedans, ça fait toujours un peu plaisir. C'est vraiment quelque chose qui n'exploite en rien le multimédia ou du moins l'aspect jeu vidéo du titre. Les Morning Musume, c'est un groupe qui a plus de 10 ans maintenant. Ils ont créé un groupe sur audition. On voyait, c'était filmé chaque semaine. Et en fait, les Morning Musume ont été le groupe qui a loupé. C'est les perdantes de cette émission. Le producteur a dit, si vous vendez 50 000 exemplaires en 5 dates, je vous produis. Elles ont fait leur petit exploit et le groupe a pu se lancer. Faisait les concerts, remplissait les stades. Donc c'était un groupe assez important. On pouvait les voir plusieurs heures à la télé chaque semaine.
Ce jeu, quand même, qui a une durée de vie assez éphémère. Hein. On s'y amuse quelque temps, mais ça perd assez vite de son intérêt. Le jeu, je l'ai rangé assez vite dans ma ludothèque et je l'ai plus trop touché. Quand tu es bien dedans, ça fait toujours un peu plaisir. Et quand on remet ça dans la console, c'est vrai qu'on se dit « Ah oui, oh, quand même, c'est bien nul, mais bon, quand même, il y a des petits trucs sympas, quoi. » Qui n'a pas un jour rêvé de pouvoir jouer avec le personnage de Sakura dans Cardcaptor Sakura? Personne? Bon bah finalement ça tombe plutôt bien et vous allez découvrir tout de suite pourquoi. Salut les enfants, c'est moi Kero. Mais oui, c'est moi qui accompagne Sakura dans toutes ses aventures. Aujourd'hui, j'ai une super affaire pour vous les mioches. C'est le jeu tiré de ma série sur Dreamcast. Son nom, Tomoyo no Video. Attention, je préfère vous prévenir tout de suite. Vous n'allez pas jouer avec Sakura ou avec moi. Ce serait donner de la confiture au cochon. Mais avec la nièce pourri gâtée, j'ai nommé sa copine Tomoyo. Comme vous êtes des gamins ou des otaques, on n'a pas eu trop besoin de se prendre la tête. Tout d'abord, je vais parler du principe génial de mon jeu. Le but, c'est de filmer Sakura pendant ses exploits. Donc si vous me suivez, c'est pas vraiment un jeu, parce que vous ne pourrez pas agir sur le déroulement de l'action ou de l'histoire. On vous a juste autorisé à tourner la caméra autour du personnage et zoomer. Alors les crétins, heureux? Vous avez intérêt parce que c'est quand même moi votre idole, votre star parmi les stars qui vous donnerait les instructions pour réussir vos cadrages. Parce que je sais bien que chez les geeks comme vous, l'essence artistique se résume souvent à quelques horribles fanarts de Naruto et autres fanfics yaoi. En fait, après une étude de marché assez poussée auprès d'un panel de 3 personnes dont moi-même, on s'est aperçu que vous étiez trop stupide pour avoir le droit de contrôler Sakura. Alors on vous a tout imposé. Faut dire que ça nous a bien arrangé car au lieu de fabriquer un jeu plus des cinématiques pour ponctuer les scénarios, on a juste eu besoin de faire les cinématiques et hop, prêt à mettre en rayon. On est trop des malins. C'est en quelque sorte un hommage à temps réel. On s'est contenté de faire une démo et vous, comme des gentils pigeons, vous allez acheter le soft croyant que vous pourrez interagir avec quelque chose. Bien sûr, on n'a pas trop communiqué à propos de la durée de vie ni de la jouabilité sur le boîtier du jeu. Il faut savoir rester vigilant. Ah, j'oubliais, le principe du jeu ne vous rappelle pas quelque chose? Et oui les nains, vous avez trouvé! On a pompé les chiottes du plombier moustachu. C'est du Pokémon Snap à la sauce mangas. Chez Sega Rosso, quand on a conçu le jeu, on s'est dit que vous n'aviez pas forcément beaucoup de temps pour jouer. On sait bien que vous passez le plus clair de votre temps à naviguer entre les téléchargements de Divix Hentai, les Chan IRC et la drague par Messenger. Du coup, votre console peut se sentir délaissée. Heureusement, notre jeu peut se terminer sans difficulté en 6 minutes montre en main. Et puis, comme l'équipe et moi on devait partir au sport d'hiver, on s'est arrêté sur un nombre de 3 niveaux plus un spécial. Ce qui est largement suffisant. On n'allait pas non plus vous en donner pour votre argent. Ça nous aurait pas fait marrer et on aurait raté les premières neiges. Maintenant, je vais vous révéler les secrets de mon opération Kero Marketing. Pour soulager les mangaliens que vous êtes de quelques encombrants billets de banque, on a réadapté la mise en scène du dessin animé dans notre jeu, histoire que ça donne envie quand le mode démo passe en boucle dans un magasin. On est trop des boss! Tiens, en parlant de boss, y en a pas dans le jeu, mais bon, vous le saviez déjà puisqu'on ne peut presque rien faire sur ce GD-ROM. En fait, on a créé un peu le Dragon's Lair du 21e siècle. Ah oui, je vous ai pas dit, mon jeu est quand même sorti en décembre 2000 au Japon. Bien sûr, pour tromper notre monde et faire baver les fans de ma série, j'ai pas choisi des buses en matière de programmation. Sega Rosso, c'est quand même eux qui ont fait les Sega Rally en arcade sous le nom AM5. Maintenant, ces petits gars s'amusent à faire des versions arcade de Initial D. Et vu la laideur du chara-design original, ils ont intérêt à assurer pour rattraper tout ça. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à vous, les morveux. En soi, on n'a pas tellement été méchants. La modélisation des persos est fidèle, l'animation est fluide, et pour le même prix, on vous a même mis les musiques de l'animé. Bon, c'est aussi qu'on avait un peu la flemme d'en composer nous-mêmes. En bonus, je vous ai mis un mini-jeu de réflexion plutôt anecdotique. Mais au moins, vous mettrez un peu plus de 6 minutes pour le finir. Alors, c'est une super offre, non? Appelle vite le numéro qui s'affiche sur ton écran pour commander ce jeu au prix incroyable de 65 €. Et si tu as les poches bien remplies, tu peux même dépenser plus en commandant ma version collector spéciale Dinette pour 150 €. Avec Tomoyo no Video, prépare-toi à vivre 6 minutes de bonheur. Allez, je vous laisse. Je vous dis bon jeu. Enfin, plutôt, bonne cinématique. Voilà, et pour conclure cette première émission, quoi de plus honteux et de plus surprenant que de vous offrir gratuitement et sans obligation d'achat, satisfait ou remboursé dans la limite des stocks disponibles, exempt de toute surtaxe et ce, sans conservateur.
Une émission musicale digne des plus grands shows à l'américaine. Tremblay, Patrick Sébastien, Virginie Efira et autres Jean-Pierre Foucault. Car voici venue Caroline Ségara dans Photo. Photo, c'est comme un autobour de faux. Photo, c'est présenté par je sais plus qui. Bonsoir à tous et bienvenue dans Photo, un faux auto. Ce soir, nous recevons une artiste extraordinaire qui nous vient du Japon, Virginia Pupkin. Comme vous pouvez l'entendre, son nom ressemble vachement à celui de Olivia Loveking. Mais pourquoi? Eh bien parce que Virginia est très inspirée par Olivia, déjà au niveau du nom, mais surtout au niveau des textes qui nous parlent du quotidien. Comme par exemple une des chansons d'Olivia Loveking qui dit « Pass me the sugar », passe-moi le sucre. Et donc toutes ces petites choses du quotidien, eh bien Virginia Pupkin les fait ressortir à 200%. Mais le mieux pour se rendre compte, c'est encore de le regarder. Nous avons un clip. J'ai oublié de tirer la chasse des WC. Pourtant je me suis bien souvenu de m'être essuyé. Trop tard pour y retourner, je suis bien trop pressée. Déjà que j'ai pas entendu mon réveil sonner. Je me dépêche, je cours à toute vitesse. J'évite de poteaux de justesse. Oups, mes lacets, ce sont des feux. Je vais tomber. Konnichiwa, Genki desu ka? La vie est vraiment trop dure pour être vécue comme ça. Si je vidais mes ordures, est-ce que ça irait mieux ou pas? Franchement, je n'en sais rien. C'est trop compliqué pour moi. Si seulement ma vie c'était comme dans les mangas. Voilà, vous avez vu l'extrait. On peut dire que c'est très original, mais nous allons en parler avec elle, c'est encore mieux. Virginia Pupkin. Bonjour. Ah, le public suit, c'est bien, j'adore ça. Alors, Virginia, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Alors, je voulais savoir, donc, attends, déjà, première chose, tu es bien franco-japonaise, c'est bien ça? Non, je suis sino-chinoise. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des paroles en japonais dans ta chanson, alors? Eh ben parce que en fait, je suis fan des fansubs d'animés. Alors quand je regarde beaucoup d'animés, j'ai entendu ces mots et je les trouvais vraiment très beaux. Alors je me suis dit que ça ferait beau dans ma chanson. D'accord, ok, écoute, mais tu sais au moins ce que ça veut dire? Ce que tu as mis dans ta chanson? Non. Alors, de ce que je me souviens, il y avait Konnichiwa et Genki desu ka. Donc normalement, ça veut dire bonjour en fait. Et comment est-ce que ça va? C'est vrai? C'est exactement ce que je voulais exprimer. C'est trop kawaii, tu trouves pas? Kawaii? Ah, je veux dire kawaii, c'est ça? Non, kawaii, c'est très bien en fait, j'ai rien dit. Alors parlons un petit peu en fait de tes inspirations par rapport à ta chanson, qui donc je le disais très originale au niveau des paroles et l'instrumentation était vachement sympa et tout. Et donc ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu t'es inspirée en fait pour ta chanson? Eh bien en fait, je suis trop fan d'Olivia Loveking. Je trouve que vraiment elle a un talent pour sublimer les choses du quotidien. Tiens par exemple, dans sa chanson Ne m'habille pas, je suis déjà habillée. Eh bien c'est une parole pleine de bon sens, je veux dire. Si je suis déjà habillée et qu'on veut m'habiller, eh ben j'aurai chaud ou j'aurai l'air bête. C'est drôle ça. Mais en fait concrètement, pour en revenir à ta chanson, Oui. au niveau donc des paroles, pourquoi tu t'es inspirée en fait de ces choses qui sont quand même, on va dire, un peu super banales, communes? Eh bien, c'est parce que j'ai voulu vraiment rendre un hommage à Olivia en écrivant des paroles universelles. Parce que vraiment, c'est vrai que ça arrive à tout le monde de vouloir tirer sa chasse d'eau et de l'oublier, ou alors d'avoir ses lacets défaits. Enfin, je veux dire,
tout le monde a une chasse d'eau et tout le monde a des lacets à ses baskets. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu de basket sans lacets. N'est-ce pas? Bon, et en fait, il est temps de se quitter parce que l'heure tourne. Hein, et bon, nos lives, vous savez, on doit faire des émissions courtes. Mais avant, quand même, un truc. T'es vraiment sino-chinoise? Bah oui, c'est quoi le problème? C'est rien, c'est pas grave. Bon, écoutez, à la semaine prochaine, hein, puis voilà, bye bye! Konnichiwa! Et voilà, Hall of Shame c'est terminé. Je vous dis à 19h30 dans 15 jours et n'oubliez pas, pour vivre heureux, vivons honteux.